et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Eh bien, Audrey, le point sur ces incendies de forêt qui ravagent présentement plusieurs zones de l'Europe, notamment en Espagne, mais aussi dans la région de la Gironde en France, où le retour de la chaleur inquiète beaucoup. Ouais, on en parlait hier, hein. Cette vague de chaleur qui va reprendre de plus belle, qui fait craindre une nouvelle aggravation des incendies, que ce soit en Espagne ou en France. Les services météo en France disent qu'il y aura des pics à 40 degrés demain, avec des vents moins forts quand même, mais plus secs. Le président Emmanuel Macron était sur place hier et lui dit que les semaines à venir vont être très difficiles. Il a demandé beaucoup de solidarité aux citoyens. En soirée, il a dit quand même qu'il y avait une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'autre feu majeur dans les Landes était maintenant contenu. Ce sont 15 000 personnes qui ont reçu l'autorisation de rentrer chez elles aussi ou de retourner dans leur camping. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Ça veut dire qu'on est en train tranquillement de reprendre le contrôle, mais on n'est pas sorti du bois. En Espagne aussi, on s'inquiète de cette chaleur et du vent du sud. Les pompiers ont progressé, dit-on, contre les flammes pendant la nuit. Mais le ministre de l'Intérieur a parlé de moments critiques dans la lutte aux incendies. C'est 63 000 personnes qui sont évacuées, mais certains pourraient revenir chez eux à certains endroits. Vague de chaleur qui va se poursuivre jusqu'à dimanche au moins. Bon, et chez nous, Audrey, est-ce que ça s'améliore quand même? Un peu moins de 900 feux de forêt sont toujours actifs au Canada ce matin. Environ 700 demeurent non maîtrisées. C'est la Colombie-Britannique qui est l'une des provinces les plus touchées avec 141 feux actifs. Il y a 2 importants incendies qui sont fusionnés près de Clinton, ce qui complique le travail des pompiers. 6 ordres d'évacuation touchent le petit village de Colombie-Britannique et en Ontario, il y a plusieurs feux qui brûlent aussi dans le nord-ouest de la province. On continue de suivre avec attention cette chasse à l'homme qui était d'abord initialement du côté de Shawinigan, mais on sent que le périmètre s'élargit aussi et on en apprend davantage sur l'individu là, qui est recherché et qui est soupçonné d'avoir assassiné son propre fils. Oui, Philippe Benoît, 41 ans, les policiers de la Sûreté du Québec qui poursuivent leurs recherches toujours dans le secteur de Lac-aux-Sables, à une quarantaine de kilomètres du lieu du drame, parce que c'est là que le véhicule a été retrouvé et la Sûreté du Québec dit que si vous l'apercevez, faut composer le 911 parce que ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que l'homme de 41 ans non seulement sera en possession d'une arme blanche, mais est atteint de schizophrénie. Il a déjà été inculpé de menace de mort envers son ex-conjointe et son propre fils plus de 10 ans avant le drame. Il a toujours nié les allégations. Et aujourd'hui, ce qu'on apprend aussi, c'est que son fils avait peur d'aller chez lui. Il s'appelle Ryan Deschêneaux, il a 16 ans. Il avait peur d'aller chez lui en raison justement des problèmes de santé mentale de son père. Sa mère rapporte qu'il avait hâte d'avoir 18 ans pour ne plus avoir à lui rendre visite. La jeune victime lui aurait dit à sa mère aussi qu'il avait aperçu les médicaments de son père dans sa poubelle, signe qu'il ne prenait plus ses comprimés. D'ailleurs, dans un rapport médical, on disait que justement il trouvait ça ridicule, les médicaments, qu'il ne croyait pas à ça, donc il ne prenait pas ces médicaments. Peu avant le drame, le père et son fils passaient la fin de semaine ensemble chez la mère du fugitif, parce que c'était le seul contexte dans lequel ils pouvaient se côtoyer tous les deux. C'est d'ailleurs elle qui a appelé la police dimanche quand elle a constaté que sa voiture avait disparu. Fait que là, t'as un schizophrène qui a arrêté de prendre ses pilules. Un individu qui, puis là, on lit toutes sortes de rapports, là, notamment dans le journal, là, visiblement quelqu'un de paranoïaque qui pouvait être pour la société une vraie bombe à retardement, était persuadé, selon un rapport médical qui date d'il y a quelques années quand même, d'être épié par les francs-maçons, d'être épié par l'Organisation mondiale de la santé. Un individu, toujours selon les rapports, là, affirmait qu'il aurait eu une espèce de puce implantée au cerveau qui serait à l'origine de ses soucis. Alors, oubliez ça, là. Un individu comme ça, qui arrête de prendre ses pilules, c'est une vraie bombe à retardement. Dans ce cas-ci, le témoignage de la mère, parce que nos collègues du journal ont parlé à la mère, l'endeuillée, c'est à fendre le cœur. Là. Elle dit, je fais que pleurer, je suis démolie, je suis triste, je ne mange pas, je ne bois pas, je suis incapable de tout ça. Alors, c'est un individu vraiment qui, clairement, n'allait pas bien, là, avait besoin d'aide, quel genre de supervision médicale il avait. Ça aussi, c'est le genre de questions qu'il faut se poser quand même comme société lorsqu'un drame comme ça
se produit? Est-ce que c'est un drame qui aurait pu être évitable si l'individu en question, visiblement aux prises avec de gros problèmes de santé mentale, avait été suffisamment encadré et suivi et s'il avait pris sa médication? Là. Mais visiblement, là, c'est tout un dérapage, c'est une histoire vraiment horrible qui est toujours en développement. Mais où il est, on ne le sait pas, les policiers le recherchent, n'excluent pas la possibilité qu'il soit sorti de l'espèce de périmètre là, autour de Shawinigan. Il y avait un camping aussi là, qui était surveillé par les policiers. On apprend dans le journal ce matin, Audrey, qu'il y a une pénurie d'antidouleurs au Québec. Oui, absolument. Pénurie d'opioïdes qui touche les pharmacies de la province. Selon l'Association des pharmacies du Canada, le pays connaît des difficultés d'approvisionnement qui touchent certains comprimés d'hydromorphes, des médicaments qui soulagent la douleur modérée et intense, qui figurent parmi les plus fréquemment prescrits. Et les difficultés d'approvisionnement pourraient durer comme ça jusqu'en septembre prochain. Donc, il faut être prévoyant là. Et si on a besoin d'avoir des médicaments, aviser sa pharmacie jusqu'à au moins 2 jours à l'avance avant de renouveler son ordonnance là, pour être certain de pouvoir en avoir, parce que c'est une pénurie qui touche l'ensemble du pays là, pour les prochaines semaines. C'est toute une nouvelle dans le monde politique, le retour d'Elsie Lefebvre. Oui, c'est TVA Nouvelle, les informations obtenues par nos collègues, notamment Alain Laforêt hier, qui nous apprenait qu'elle sera candidate du Parti québécois à l'élection du 5 octobre. Près de 20 ans, là, 19 ans exactement après son passage à l'Assemblée nationale. Elle était, évidemment, on la connaît pour commentatrice politique à la Joute notamment. Et donc, elle briguerait les suffrages dans une circonscription de la grande région de Montréal, comme il y habite. C'est ce qu'on croit en ce moment qu'elle serait dans la grande région de Montréal. Le parti devrait officialiser sa candidature au début du mois d'août. Elle a été députée, donc, et ex-conseillère municipale à Montréal. Mais dans le cas du Parti québécois, c'est une très bonne prise, là. Lefebvre qui, d'ailleurs, pendant un certain temps, avait eu le titre de plus jeune député de l'Assemblée nationale à l'époque. Bon, par la suite, ça avait été Catherine Fournier, mais on se souviendra de toute sa fougue. Moi, d'ailleurs, je vais m'ennuyer de ses prises de bec avec Gaétan Barrette. Ben oui. Non, mais c'est effectivement c'était effectivement une parlementaire très combative, une analyste politique fougueuse également. Et dans le cas du Parti québécois, puis là, on a beaucoup parlé de la CAQ et de ses annonces avant la pause, pendant les vacances de la construction. Puis la CAQ avait annoncé plusieurs candidatures de grande qualité, des candidatures féminines de très grande qualité. Elsie Lefebvre entre dans la même catégorie là, avec le Parti québécois. Présentement, je pense qu'elle est en vacances. On aura des nouvelles d'elle assurément là, à son retour. Et lorsque cette annonce-là sera officielle. Maintenant, je vais attirer votre attention sur une nouvelle majeure qui est présentée ce matin par la Société d'État sous la plume de Thomas Gerbet. On parle souvent de la négociation, oui, avec les communautés autochtones lorsqu'il y a, par exemple, des projets de développement chez Hydro-Québec, mais on parle aussi beaucoup de la réconciliation. Écoutez bien celle-ci. Radio-Canada nous apprend qu'Hydro-Québec pourrait effacer le solde des factures impayées dans les communautés autochtones. Total de la facture, êtes-vous bien assis? 250 millions de dollars de factures d'électricité impayées. Là, il y a un rapport commandité par la Société d'État qui soulève cette possibilité-là pour solutionner le fameux problème des factures impayées. Et là, on a certains chiffres dans une communauté, notamment à la frontière du Labrador. Là. Les clients résidentiels là-bas ont en moyenne 65 000 $ de factures en souffrance. En moyenne. Donc ça veut dire essentiellement qu'ils ne paient pas l'électricité depuis des années. À Chisasibi, là on est près de la baie James, 39 000 $ en moyenne. Il y a des chefs des communautés qui disent on ne devrait pas payer l'électricité parce qu'ultimement, vous produisez l'hydroélectricité à même les ressources sur notre territoire traditionnel. Et là, t'as Hydro-Québec qui, dans une volonté de réconciliation avec les Premières Nations, se dit, est-ce que je devrais peut-être effacer ces factures-là? Mais en même temps, il y a toute la question d'équité avec les autres clients, là. Essayez ça pour le fun, vous autres, de ne pas payer votre facture d'hydro.
De un, ils vont vous débrancher, puis ils vont vous collecter. Je suis, humainement parlant, débrancher qui que ce soit, je trouve ça toujours épouvantable. Par contre, est-ce qu'une piste de solution, réfléchissons collectivement pour une question d'équité, est-ce qu'une piste de solution pourrait, par exemple, être, lorsqu'on va négocier, puis c'était le cas, là, il y a une entente récemment qui a été refusée par les Premières Nations, mais il y avait des gros sous sur la table. Ben pourquoi on ne déduit pas, par exemple, le solde de ces factures impayées? Alors, c'est exemple, je lance un chiffre comme ça, l'entente est de 1 milliard, ben, il faut vous déduire 250 millions parce que ce sont des soldes impayés. Après ça, est-ce que ce serait décrié? La question de l'équitabilité, que ce soit équitable, je vous le dis là, ce sera pas simple, cette situation-là. Je la mets sur votre radar, mais ce ne sera vraiment pas simple. À l'international, Audrey, une nouvelle tentative diplomatique entre l'Ukraine et les États-Unis. Volodymyr Zelensky, qui est arrivé d'ailleurs à Washington. Qui est attendu pour 9h30 à la Maison-Blanche pour rencontrer Donald Trump. Il espère obtenir un appui renouvelé de Washington face à la Russie. L'aide militaire américaine et la défense aérienne de l'Ukraine sont au cœur des discussions. Cette rencontre-là survient dans un contexte de relations plus cordiales entre les deux présidents. Un an après le sommet en Alaska, le sommet d'Anchorage en Alaska, les relations avec Moscou demeurent quand même tendues. Et la dernière conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine remonte au 5 juillet. Et c'est là qu'on voit à quel point souvent le vent tourne très rapidement. Volodymyr Zelensky, lors d'une visite précédente à la Maison-Blanche, s'était fait, comme je m'étais amusé à appeler, s'était fait Zelenskier, là. C'est-à-dire qu'écoute, il s'était fait ramasser, il s'était fait insulter, il était pas habillé correctement. Trump lui disait qu'il avait pas les bonnes cartes dans les mains pour jouer au plus fort dans cette histoire-là. Ça s'était très, très mal passé. Et là, à un moment donné, on avait déroulé le tapis rouge. Vladimir Poutine, lors d'un sommet en Alaska, dans le but d'en arriver à une entente. Finalement, il n'y a jamais eu d'entente. Puis au contraire, les choses se sont envenimées. Alors, ça, c'est une chose. On sent que l'Ukraine a repris quand même un peu le momentum. Est-ce que le Donald veut simplement être du bon côté de l'histoire? Pas son genre. Mais non. C'est pas son genre du tout. Il y aura vraiment une grosse journée, le président américain, aujourd'hui aussi, parce qu'il a un tête-à-tête extrêmement attendu avec un autre acteur important d'un conflit qui nous occupe présentement en Iran, Benjamin Netanyahou, ministre israélien. Oui, c'est un tête-à-tête attendu, effectivement, qui pourrait influencer la suite du conflit au Moyen-Orient. Le premier ministre israélien qui doit rencontrer donc le président dans la journée. C'est une première depuis le début de la guerre avec l'Iran. Les discussions porteront évidemment sur l'Iran, sur Gaza, sur le Liban également et sur l'alliance entre les États-Unis et Israël. On est à 3 mois des élections législatives israéliennes, donc c'est à ce moment-là que la visite survient. Et Netanyahou est en difficulté dans les sondages en ce moment. Il est critiqué pour sa gestion de l'attaque du 7 octobre 2023. Donc, on verra ce qui va ressortir de cette rencontre-là. Donc, effectivement, journée très occupée pour Donald Trump. Scène culturelle, Isabelle, angine de poitrine qui est à la conquête du monde. C'est fou parce qu'on pourrait en parler tous les jours. L'angine de poitrine et la NFL, l'angine de poitrine et Billboard Canada, angine de poitrine et le festival de jazz, angine de poitrine au Japon. Angine de poitrine, c'était fou parce que en fin de semaine, puis ça a circulé beaucoup. Ils ont fait le festival Fuji Rock, puis c'était impressionnant, hallucinant de voir la foule, mais tout le monde qui fait l'espèce de signe en triangle à bout de bras. Je me dis, c'est pas croyable. Tous ceux qui ont pu les pointer du doigt, je me dis, ils ont réussi quand même assez rapidement, avec pas de parole, à part Sébastien, d'attirer autant de foule. Il reste quelques dates au Québec avant qu'ils partent par la suite à la conquête du monde. C'est comme ça qu'a titré le journal. C'est Cédric Bélanger qui a fait ça. Puis je pense que la conquête du monde, c'est un bon choix de mots. Il y a une petite salle, le Vieux Théâtre de Saint-Fabien, c'est au Bas-Saint-Laurent. Il y a 286 personnes qui entrent. Imaginez, parce que ça a été booké avant que le buzz commence. Il semblerait que ça a pris 1 minute 17 de vendre les billets. Ils ont pris un appel. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens, mettons, des gens du primaire ou du secondaire que t'as pas vu depuis longtemps, qui appellent le commis de la salle pour essayer d'avoir des billets, puis trouver une façon d'y aller. Tu sais, c'est comme si Madonna venait, puis qu'il y avait 200 billets. Là. C'est sûr que tout le monde se les arrache. Puis ce qui est intéressant, c'est que les gens du Bas-Saint-Laurent, c'est eux qui en profitent. C'est des gens qui sont allés sur place. Il n'y a pas eu de revendeurs, il n'y a pas eu toute la gamique autour. Il y a eu une personne qui a acheté 6 billets, mais les autres, c'est du 2 billets, 1 billet.
Ça, je trouve ça le fun. Surtout qu'en région, d'avoir des trucs d'envergure comme ça, des groupes ou des noms d'envergure, je trouve ça vraiment le fun. Dans les petits théâtres comme ça, c'est pleinement mérité. Il y a quand même des dates. Rimouski, Grande Fête TELUS, c'est toujours très attendu. Puis le 2 août, Festival de Lévis, ça aussi, c'est très populaire. C'est toute une soirée, ça, le 2 août, parce que t'as Angine de poitrine, les Vulgaires Machins et The Offspring. The Offspring qui fait tous les festivals du Québec ou quasiment. Là. Ça aussi, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer la sécurité au festival, parce qu'il y avait tellement de monde à Montréal. J'ai hâte de voir. C'est sûr qu'après, tu peux pas aller plus loin que les passeports que tu as vendus. Mais ça aussi, ça risque d'être assez exceptionnel avant qu'ils partent ensuite aux États-Unis, dans l'Ouest canadien. Puis là, ils partent, là. C'est sûr qu'ils vont faire des premières parties. Pas sûr qu'ils s'attendaient à ça, nécessairement. Je pense que vous êtes surpris. Mais à quand Angine de poitrine au Centre Bell? Ben, je suis sûr que ça se peut. Hein? C'est sûr que ça se peut. Des premières parties d'artistes d'envergure, je sais pas, ils pourraient peut-être faire la première partie des Foo Fighters ou quelque chose qui est, tu sais, le rock, je pense que ça pourrait fonctionner. En tout cas, je lance ça dans l'univers.